Salut la team et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Challenger Prépa. Aujourd'hui on s'attaque à un exercice type problème ouvert de physique qui est tombé l'année dernière aux grandes mines. Et c'est parti. Le sujet le voici. C'est une vidéo et l'examinateur demande qu'est-ce que vous constatez et pourquoi. Donc là, ce qu'on voit, c'est que quelqu'un fait tourner un œuf à haute vitesse, il semblerait, et que sous cette rotation, sous l'effet de cette rotation, l'œuf se met à se mettre debout. Ok. Et la deuxième question que pose l'examinateur, c'est calculer la vitesse de rotation de l'œuf. Pour ça, il nous donne deux indications. La première, c'est l'équation d'un ellipsoïde que voici, et la relation qui lie la masse volumique d'un ellipsoïde avec ses caractéristiques. Alors, juste une petite précision, ici, nous, dans cet exercice, on va partir de l'hypothèse que grand oméga reste constant tout au cours du mouvement de l'œuf. C'est l'hypothèse qu'on va faire dans cette vidéo pour simplifier les calculs, mais en vérité, c'est beaucoup plus compliqué et ça a même fait l'objet d'un article qui a été publié dans la revue Nature au début des années 2000. Donc, sauf que ça fait appel à un niveau bien supérieur à celui de la prépa. Et donc, nous, dans cet exercice, on va partir de l'hypothèse que grand oméga reste constant tout au cours du mouvement de l'œuf. Voilà. Donc, pour ceux qui ont déjà vu ce genre d'exercice, ça semble évident. C'est un bête problème de mécanique qui se résout assez facilement avec des considérations énergétiques. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Et on va voir qu'en fait, au cours des calculs, il y a des choses quand même qu'on ne nous dit pas. Donc, pour commencer, on va modéliser vite fait le problème. En 1, ce qu'on voit, c'est que l'œuf, il se met sous la forme, il se met à tourner selon un certain axe. Donc, commençons à regarder l'œuf quand il est sous cette forme-là. Ici, j'ai le demi-grand axe qu'on va appeler petit a, et ici, le demi-petit axe qu'on va appeler petit b. Si on le fait tourner sous cette forme-là, on peut tout à fait écrire l'énergie mécanique, on va dire une, qu'on a, et donc c'est facilement 1/2 du moment d'inertie par rapport à l'axe qui vient vers nous, qu'on va appeler par exemple x. Donc l'énergie mécanique Jx fois oméga carré. Voilà. Plus l'énergie potentielle de l'œuf. Donc s'il est couché là comme c'est représenté, bah, son centre de gravité il sera à une distance petit b du sol. Donc l'énergie potentielle c'est mgb. Maintenant, si je me mets dans un cadre où l'œuf il est debout, donc autrement dit vu du dessus ça ressemble à un cercle, ici j'ai B, ici j'ai B, j'ai toujours la rotation ici, et je fais tourner mon œuf comme ça. L'énergie mécanique 2, c'est 1/2 de J, cette fois selon un axe qu'on va appeler Z, ou Y même, plutôt Y, oméga carré, et l'énergie potentielle c'est mg fois A, puisque du coup l'œuf il a son centre de gravité, il a une distance petit a du sol. Et donc là on comprend avec ces équations ce qui se passe, c'est que si j'ai une grande vitesse de rotation, c'est comme si je négligeais les énergies potentielles, et donc ce que ça dit, c'est que si je suis à haute vitesse de rotation, si je me mets debout, ça veut dire que le coefficient Gy, il est plus petit que le coefficient Gx. Et bien oui, puisqu'un système dynamique, il a pour tendance à minimiser son énergie mécanique. Donc s'il se met debout, ça veut dire que l'énergie mécanique EM2 est plus petite que l'énergie mécanique EM1. Et si on néglige les énergies potentielles, cela veut dire que Jy est plus petit que Jx. Et on peut même calculer la vitesse de rotation à laquelle l'œuf se met debout, puisqu'il suffit d'écrire l'égalité entre ces deux énergies mécaniques. Et je fais vite, j'écris pas les détails des calculs parce que c'est très simple. Mais j'obtiens ceci. Et donc là, on a envie de se dire, bah ok, l'exercice il est fini, parce que j'ai calculé oméga. Et j'ai expliqué pourquoi il se met debout. Ok? Sauf qu'en fait, non. Parce que là, vous êtes incapable de donner une estimation de grand oméga, puisque vous ne connaissez pas J2 ni J1. Et l'examinateur, lui, c'est ce qu'il attend. Et donc là, on voit apparaître un exercice dans l'exercice qui est, en fait, que vaut J2, que vaut J1. Voilà. Et là, c'est pas du tout évident, parce qu'on va devoir calculer des moments d'inertie sur une forme vraiment, vraiment compliquée, quoi. C'est ce qu'on va voir.
Donc pour commencer, on peut regarder, se souvenir de nos exercices, nos cours de SI, et calculer au moins la forme du moment de la matrice d'inertie de l'œuf au point G. Ce qu'on sait, c'est qu'on a une symétrie de révolution par rapport à x, et donc ça veut dire que tous les termes antidiagonaux vaudront 0. Donc si j'écris la matrice d'inertie, ça veut dire que tout ce qui est sur les antidiagonales, ça va valoir 0. Ok ? Et donc, il me reste que les termes sur la diagonale, qui sont les moments principaux d'inertie. Et donc ça, si je dis que j'ai ici l'axe x, ici l'axe y, et ici l'axe z, je vais simplement avoir ici l'intégrale de y2 plus z2 fois dv fois ρ, puisque ici c'est la masse, mais je vais écrire comme on me donne la masse volumique d'une ellipse, je vais tout de suite faire apparaître le terme ρ sur le volume. Ici, l'intégrale sur le volume de x2 plus z2 dv, et ici, le troisième terme, l'intégrale sur le volume de x2 plus y2 dv. Voilà. Et donc, là, je vais pouvoir utiliser les propriétés d'invariance de la forme, comme j'ai que j'aille selon x, y ou z. Donc oui, ce que je vais dire, c'est que je vais représenter l'œuf comme ceci. J'aurais peut-être dû le faire au début. Là, j'ai le A, là j'ai B, et j'ai un terme B aussi en 3D, là. Et je vais dire que x c'est vers le haut, y c'est vers là, et z c'est comme ça. Hop là. Et donc là, je dis bien, j'ai bien défini mes différents axes, et j'ai bien la matrice d'inertie qui est associée. Et donc maintenant, je vais pouvoir écrire ma matrice d'inertie. C'est un terme A qui est ici, des termes antidiagonaux qui sont nuls, et deux termes B qui sont égaux. Donc les deux termes là, B, sont égaux. Pourquoi ? Parce que par invariance, Y égale Z. Ok. Et donc, maintenant, je vois comment calculer mes termes. A. Donc, A est égal à ρ fois par définition Z2 plus Y2, que multiplie dx, dy, dz. Et B, c'est l'intégrale de ρ sur le volume fois x2 plus par exemple y2, hein, sans perte de généralité, dx, dy, dz. Et en fait, on voit que A n'est qu'un cas particulier de B, parce que j'ai juste à calculer B, avoir remplacé le petit a qui sera dans le terme par le B, et j'obtiendrai A. Donc en fait, calculer B me permet de déterminer A. Et maintenant, on regarde ce que vaut l'intégrale de B. Donc pour ça, je fais un petit schéma. Donc calculer B, ça veut dire faire calculer quelque part les bandes d'intégration de ce truc-là. Donc voilà, donc je refais le même schéma. Donc x, y, z. Et donc, ce que je vois, c'est que A, il appartient à 0... X, il appartient par exemple à 0A. Y, il vaut pas... Là, c'est là que ça se corse. Y, il n'est pas dans 0B, mais il appartient à 0B racine de 1 moins x sur A au carré. D'où ça sort ça? C'est qu'il ne faut pas oublier que l'équation d'une ellipse, qui nous est donnée d'ailleurs, qui est la suivante. D'accord? Et donc, si je fixe x, que je me mets sur une tranche, donc j'ai z de l'œuf, donc j'ai z à 0, la résolution de cette équation de y en fonction de x, ça va me donner ça. Et pareil pour z, si je fixe x et y, je vais obtenir ce truc-là. Et donc en fait, l'expression de b, c'est ρ fois l'intégrale entre 0 et a de l'intégrale entre 0 b racine de 1 moins x sur a au carré. Et là on voit que ça devient très très dur. De 0 de b, 1 moins x sur a au carré, moins y sur a au carré. Et c'est pas fini parce que c'est du x2 plus y2 que multiplie dx, dy, dz. Et donc c'est ce truc là qu'il faut calculer. Et ça c'est, en fait c'est super compliqué.
Et c'est là que je trouve que l'exercice il devient difficile, c'est qu'il faut avoir la bonne idée qui nous permet de résoudre le problème. Parce que là, on parle quand même d'une triple intégrale où les bornes d'intégration dépendent des variables d'intégration. C'est possible pour les triples intégrales. En fait, ça veut dire qu'il faut... Ce que j'aurais fait, moi, si j'étais à la place de l'étudiant, c'est que, et si j'avais pas eu l'idée, c'est tout de suite remarquer que dz n'apparaît pas dans les variables d'intégration, donc intégrer par rapport à dz, donc ça supprime cette intégrale-là, et faire pareil, remonter successivement, mais ça donne des intégrales très compliquées. Normalement, à ce niveau-là, l'examinateur, il vous arrête, et il vous dit, pensez aux coordonnées sphériques. Donc là, on dit OK, sauf que a priori, pour l'instant, on n'a pas des coordonnées sphériques. Nous, ce qu'on a, c'est ces coordonnées-là, et il faut plutôt penser à un changement de variable qui va me mettre dans des coordonnées sphériques. Bon, ça, ça semble tout de suite, ça nous aide, parce que si on pose U égale à X sur A, V égale Y sur B, et W égale à Z sur B, alors on voit que U carré plus V carré plus W carré, ça vaut 1. Et donc ça veut dire que U, V, W, ça définit des coordonnées sphériques. Voilà. Et donc on peut penser à ce changement de variable-là, en fait, pour arriver déjà dans des coordonnées sphériques. Donc faisons-le. Donc, si j'ai U qui vaut ça, qu'est-ce que je peux écrire le différentiel de ce truc-là? Et donc, ça veut dire que j'ai du qui vaut 1 sur A fois dx, dv qui vaut 1 sur B fois dy, et dw qui vaut 1 sur B fois dz. Et donc, ça me dit quoi? Ça me dit que dx, dy, dz, c'est égal à quoi? À A fois B carré, du, dv, dw. Ok? Donc, à la base, j'avais quoi? J'avais rho fois l'intégrale de 0 à A, de l'intégrale de 0 à racine de 1 moins x sur A carré, de l'intégrale de 0 de racine de fois b, hein, bien sûr, et b ici, racine de 1 moins x sur a au carré, moins y sur a au carré, que multiplie x2 plus y2 fois dx, dy, dz. Et si j'applique le changement de variable, le rho ça bouge pas, donc quand x vaut a, bah u il va valoir 1. Quand y vaut ce truc là, v, il va valoir racine de 1 moins x sur a carré, et x sur a carré c'est u carré. Pareil sur z. Et donc là on voit qu'on a déjà un petit peu simplifié le problème, parce que bon c'est un peu moins compliqué. Et donc je remplace maintenant x au carré et y carré par leur valeur en u. Donc ça fait au carré plus bv au carré. Et pareil, dx, dy, dz, j'ai leur expression juste ici, et ça me donne a fois b carré, du, dv, dw. Ça, je peux l'encadrer, c'est déjà un premier résultat. Et maintenant, on travaille dans des coordonnées u, v, w qui sont sphériques. Ok? Ok. Donc, si j'ai des coordonnées u, v et w qui sont sphériques, ça veut dire que je peux appliquer le changement de variable sphérique. Donc je le rappelle juste ici. Si je définis une sphère, donc comme ça par exemple, hop, hop et hop. Alors, de rayon que je vais appeler grand R, je définis l'angle, pardon, phi qui part du haut, l'angle θ qui fait ceci, donc défini comme cela. Donc θ il est comme ça, donc là j'ai x, on va dire, là j'ai z, x, y, voilà, et là j'ai z. Donc ici j'ai l'angle θ, et là j'ai l'angle phi. Alors, je vais avoir le changement de variable, u qui vaut, voilà, donc petit r cos θ cos phi, v qui vaut petit r sin θ sin phi, petit r est compris entre 0 et grand R, w égale r cos phi. Ok? Et donc, à partir de là, maintenant je vais pouvoir exprimer maintenant mon changement de variable. Donc, là,
on peut déjà commencer à regarder quelles sont en fait quelle est la petite variation de volume d'une sphère. Alors si vous le savez pas, on va le redémontrer. Donc si j'ai un truc qui ressemble à ça, donc d'épaisseur dr, de une variation d'angle dφ, et ici d'angle comme ça dθ, alors la variation du volume d'une sphère que je vais appeler dvs, c'est égal à r fois dφ, puisque l'arc ici c'est r dφ, hein. Donc je suis à une distance petit r, on va dire. Hop là, donc là j'ai une distance r. Et là, alors c'est là qu'il y a un piège dans les coordonnées sphériques. C'est pas fois r dθ pour calculer cet arc-là, c'est r fois sinus phi dθ, et ensuite dr. Alors d'où il sort ce r fois sinus phi? C'est parce qu'en fait, l'arc qui est ici, il se multiplie par la distance r par la distance qui est là, et cette distance-là, par projection, hein, ici on a phi, par projection, c'est r sin phi. Et donc, le petit arc là, c'est r sin phi dθ. Et donc, ici, j'ai bien la variation du volume d'une sphère. Ok? Pourquoi on a fait un changement de coordonnées sphériques? C'est parce que, quelles que soient les bornes, ici on avait un problème, c'est que les bornes elles dépendaient des variables d'intégration, mais sur une sphère, on sait déjà en fait ce que valent les bornes. Parce que pour une sphère, on sait que R il appartient à 0 ici et grand R, et ici je vais prendre grand R égale à 1. Θ il appartient à 0 de pi, et phi il appartient à 0 pi. Et donc je vais pouvoir réécrire le problème que j'avais précédemment dans les coordonnées sphériques. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est? Donc je l'avais appelé, je crois que de mémoire je l'avais appelé B. B, dans les coordonnées sphériques, ça va être l'intégrale entre 0 et 1. Pardon. B, c'était égal, dans les coordonnées sphériques, à l'intégrale entre 0 et 1, de l'intégrale entre 0 et 2 pi, de l'intégrale entre 0 et pi, donc ça c'est pour R, pour θ et pour phi, fois, donc j'avais du A fois U, donc A fois U au carré, ça va me donner du A carré cos θ carré, plus B carré sin θ carré, que multiplie R carré sin phi carré, fois la variation de volume d'une sphère, et ça je viens de l'écrire, c'est R sin phi dθ fois R dφ fois dr. Et ça, donc là, on a une simplification du problème dans les coordonnées sphériques. En fait, on a commencé par transformer une ellipse en sphère dans les coordonnées cartésiennes, et après on est passé dans les coordonnées sphériques. Donc de A2 cos θ2 plus B2 sin θ2. Donc là, je suis allé un petit peu vite sur comment on obtient ce truc-là. C'est juste qu'on applique le changement de variable sphérique que j'ai donné précédemment. Fois R4 sin phi 3 dθ dφ dr. Voilà. Et donc là, maintenant, on a bien un problème, on a des intégrales bien posées, il va falloir les calculer. Donc je ne vais pas le faire ici, parce que c'est juste de la linéarisation de sinus et de cosinus, mais on peut écrire ça, ce qu'on obtient à la fin, ça va être un truc sous cette forme-là. 4/15 de A fois B fois C. Ah oui, parce que j'ai oublié ici les constantes, ρ fois ABC, et ρ fois A fois B fois C. Voilà, ça venait des trucs. Fois ρ fois A2 plus B2. Donc là, c'est le calcul suivant qui me le donne. Or, ce qu'on nous a dit, c'est que ρ, il vaut petit m sur 4 tiers de ABC. Et donc si je remplace ici, je vais obtenir que 1/5 de petit m fois A2 plus B2. Voilà. Et donc là, j'ai calculé le moment d'inertie selon l'axe l'axe où l'œuf est couché. Voilà. Donc, et là, je suis très content. Et directement, ce que j'ai appelé A, qui est le moment d'inertie où l'œuf est debout, ça va être égal à 2, je remplace A par B, et ça fait 2/5 de M fois B carré. Ok. Et donc là, en fait, j'ai quasiment fini l'exercice, parce que, pour rappel, j'avais écrit
l'expression de grand oméga. J'avais dit grand oméga, ça va aller racine carrée de 2g fois petit m fois a moins b, le tout sur j2 moins j1. Et donc maintenant, j'ai plus qu'à calculer j2 moins j1. J'ai plus qu'à calculer j2 moins j1 au regard de ce que je sais. Parce que je sais que A, bah, c'est ce que j'appelle j1. Et B, c'est ce que j'appelle j2. Et donc, hop, et hop, tac, j2 moins j1, c'est égal à quoi? À 1/5 de m fois a2 moins b2, je factorise tout de suite par 1/5, moins 2, plus b2, pardon, moins 2b2, et ça fait donc 1/5 de m fois a2 moins b2. Et donc si je réinjecte ça dans grand oméga, j'avais dit que ça valait 2mg fois a moins b sur j2 moins j1, et ça fait donc 1/5 de m fois a2 moins b2, et bah ça me donne directement, les m se simplifient, 10g fois a2 moins b2, c'est a moins b sur a plus b, a plus b. Et donc là, maintenant, j'ai bien une expression de grand oméga en fonction des variables, de variables plus simples que je peux estimer. Maintenant, c'est à moi de faire des hypothèses. Ce que je peux dire, bon, en gros, on va dire que g égale 10 mètres par seconde au carré, que a plus b, ça vaut quoi? On va dire que a, ça vaut 3 cm, et b, ça vaut 2 cm. C'est à peu près, ça a l'air cohérent. Donc 10 moins 2 mètres. Et j'ai plus qu'à remplacer. Donc oméga, ça vaut racine carrée de 10 fois 10, ça fait 100. Sur 5, 10 moins 2. Ok. Et donc là, ça fait... Et donc la racine carrée de ça fait 100, c'est racine carrée de 100 au carré qui vaut 100, divisé par racine carrée de 5. Ça, on va dire que c'est à peu près égal à 100 sur 2, ce qui vaut 50 radians par seconde. Ok. Et 50 radians par seconde, bah ça, c'est à peu près égal à 1 radian, 2 pi radians, on va dire que c'est égal à 6, parce qu'on est en physique. Et donc 6 fois 8, 48, c'est à peu près égal à 50. Bon, ça se correspond en plus un peu avec le racine de 5 qui n'est pas exactement égal à 2. Et donc ça veut dire que c'est faux à peu près 6 fois 8, 48, j'ai dit, donc ça vaut à peu près 8 tours par seconde. Voilà. Et donc avec ça, on a pu déterminer l'équation, juste en regardant la vidéo, on a pu déterminer la vitesse de rotation de l'œuf, juste en estimant la dimension de l'œuf. Donc c'est tout pour cette vidéo, voilà, donc elle était... moi j'ai trouvé l'exercice intéressant, et vraiment pas aussi simple que ce qu'on pourrait croire. Donc n'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires, et moi je vous souhaite une excellente semaine, et à très bientôt.